monsieur, bonjour. Aujourd'hui, en fait, nous sommes ici à Carnion, justement pour la suite du travail que nous avons entamé la semaine passée à Médiacité à Liège, avec un ensemble de personnes à mobilité réduite qui ont exprimé, qui ont dit, qui ont partagé en tout cas leurs souffrances, leurs demandes par rapport à leur handicap de tous les jours et par rapport aux lois, aux jurisprudences, aux doctrines, etc. Et donc tout ce qui ne va pas au niveau de la Belgique et au niveau de la situation de handicap. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec Franco Seminara, qui est ancien député et sénateur et qui est conseiller communal, et nous allons continuer avec lui, qui est aussi une personne à mobilité réduite depuis l'âge de 5 ans. Franco, merci de nous avoir accueillis chez toi. Merci à vous d'être venu dans le cœur du Borinage, en Wallonie, mais dans le cœur du Borinage. Ok. Franco, tu es sur une chaise roulante, je pense, depuis longtemps? Non. Oui. Non, depuis mon arrivée au Sénat. C'était en quelle année? 2003. Mais j'avais une situation déjà très dégradée, oui. Depuis avant 2003. Déjà en 1997, oui. J'ai eu la polio à l'âge de 5 ans. Est-ce que tu peux nous parler en tout cas en fait de cette maladie de handicap depuis l'âge de 5 ans? J'en ai 59 aujourd'hui, oui. Mais à l'âge de 5 ans, je vais être touché par ce virus, ce microbe. Et qui t'en fait quoi? C'est quoi ce petit microbe? C'est un petit microbe qui touche vos muscles. Donc voilà, c'est un virus qui vient perturber les muscles et qui empêche le développement musculaire. Moi, j'ai été touché aux membres inférieurs, à mes 2 jambes et à mes 2 bras. Et tout ça pour dire que, voilà, donc j'ai dû vivre en tant qu'enfant avec cette problématique. Mais voilà, je suis là aujourd'hui et je pense avoir une vie assez pleine et j'espère qu'elle sera encore. Ce qui est extraordinaire, d'après ce que tu m'as raconté, c'est que tu as toujours travaillé en fait en tant que personne valide, dans ton esprit, dans ton psychique. Je ne dirais pas que tu n'as pas accepté, mais tu n'as jamais considéré ton travail sur le terrain en tant qu'acteur associatif et politique comme un handicap. Et même en tant qu'employé, parce que j'ai toujours été actif en ayant un emploi. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui, puisque vous avez eu l'occasion de parler avec d'autres personnes en situation de handicap qui elles, se retrouvent sans emploi, elles voudraient travailler, malheureusement elles ne travaillent pas. Moi j'ai eu cette chance de vouloir, j'avais ce caractère, je pense aussi, de me dire, c'est pas parce que je suis en situation de handicap que je dois vivre à côté des choses, ou pas avec les autres, mais je dois vivre avec les autres. Voilà, c'est pas parce que j'étais en situation de handicap, j'ai voulu travailler et être toujours avec le monde des valides. Et au niveau du travail, la même chose. Donc j'ai intégré le monde du travail, vous l'avez dit, comme éducateur, éducateur au niveau des enfants du juge, mais également à l'école d'alphabétisation. Parce que je pense que le plus important, c'est de ne pas vivre à côté des choses, ni contre les choses, mais c'est de vivre avec les autres. Et toute ma vie, en tant que personne singulièrement en situation de handicap, j'ai été tout le temps mêlé avec des hommes et des femmes valides et qui m'ont accompagné et que j'ai accompagné. Ce qui est extraordinaire aussi avec ton parcours professionnel, c'est que malgré la maladie, tu as pu devenir député fédéral, sénateur, bien plus tard. Et avoir 35 000 voix, tu m'as dit. C'était lors de ma dernière élection. C'est énorme. Il y a 2 choses par rapport. Ma vie a été fort sociale. Donc j'ai toujours estimé que même si la vie au départ ne m'a pas donné toute la force, tous les beaux cadeaux qu'on pourrait imaginer et qu'on peut espérer, c'est-à-dire avoir de la santé, avoir des jambes qui vous permettent de courir, avoir des bras qui vous permettent d'embrasser, mais elle a quand même été généreuse avec moi. J'ai une famille extraordinaire, je crois que c'est important de le souligner, un père et une mère qui n'ont pas été avec moi, qui ont été avec moi avec plein d'amour. Il y a eu de l'amour, et je pense qu'on a difficile de parler de ça dans nos sociétés industrialisées comme les nôtres aujourd'hui, mais l'amour c'est quand même important.
C'est à mon avis le plus grand des capitales. On peut naître dans des conditions sociales difficiles, et si l'amour est là, tout est là. Et à partir de là, voilà, j'ai décidé de faire de ma vie, comme tout le monde, de faire quelque chose de chouette. Voilà. Vous avez aussi parlé tout à l'heure de la problématique de l'handicap d'une manière générale en Belgique, et vous avez parlé de l'harmonisation des pratiques au niveau européen. C'est vrai, on a nos combats au niveau de la Belgique. On n'a pas encore entamé ce genre d'harmonisation au niveau de l'Europe. Si, il existe des institutions, des organismes européens qui défendent des droits généraux européens. Il y a eu l'année européenne en 2003, etc. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en Europe, on est plus de 60 millions de personnes en situation de handicap. 60 millions. Oui, oui. Donc, quand on imagine qu'on représente 60 millions, à la limite, nous serions le pays européen le plus fort, si on nous mettait tous ensemble. C'est pour donner une notion. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Plus de 60 millions. Je crois qu'on est maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on approche les 82 millions. Oui. Donc, je veux dire par là, il faut que quand une personne en situation de handicap voyage dans toute l'Europe, que les choses soient tous accessibles. Malheureusement, l'accessibilité des lieux et des infrastructures, elle n'est pas égalitaire aujourd'hui. C'est pas la même chose en Belgique, qu'en Suède, qu'en Espagne, qu'en Italie. Ça, c'est un peu triste, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a aussi un travail et une volonté d'harmoniser l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans tout le territoire européen, de porter le droit au travail, mais dans toute la communauté européenne. Je crois que c'est, voilà, dans une Europe qui aujourd'hui, Dieu sait, c'est là quand même un problème de trouver du sens. Voilà un sens extraordinaire qui pourrait être aussi quel accompagnement, quelle place à part entière doit retrouver le citoyen. Qu'il soit citoyen en situation de handicap. Parce que la cité, elle appartient à tout le monde. Et dans notre constitution en Belgique, le droit de la personne handicapée de vivre sa vie sociale, professionnelle, culturelle, elle est inscrite dans la constitution. Il est inscrit, mais il est souvent, disons, mis en pratique. Voilà, donc voilà. Et on se retrouve, depuis que je suis en situation de handicap, depuis que j'ai l'âge de comprendre la situation, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression qu'on trouve toujours une justification pour dire, mais oui, mais bon, voilà, on se trouve devant un bâtiment patrimonial. Il n'est pas accessible. On me dit, comment est-ce qu'on pourrait faire? On ne pourrait pas le rendre accessible. Ouais, mais ça coûte cher, c'est un beau bâtiment. Donc on est toujours dans des réflexions qui ne sont pas des réflexions responsables. Excusez-moi de dire ce mot, ce ne sont pas des réponses responsables, et ce ne sont pas des... Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Quand je suis arrivé au Sénat, c'est un bâtiment patrimonial, le Sénat. Un patrimoine. C'est la première maison de la nation. Eh bien, c'est accessible au Sénat. Pourquoi? Parce que Verhofstadt, quand il était Premier ministre, a rendu le bâtiment accessible parce qu'il y avait une sénatrice en chaise roulante. Donc il y avait des escalators, je pouvais vraiment accéder dans l'hémicycle sans aucun problème. Quand je suis arrivé à la Chambre, la configuration n'était pas la même. Donc il était impossible pour moi, par exemple, de me trouver, parce que c'était le fonctionnement, dans l'hémicycle de la Chambre. Je ne pouvais pas être en haut parce qu'il y a plein d'escaliers, c'était vraiment impossible d'accès pour moi. Donc j'ai dû me mettre devant. Et normalement, c'est le privilège, entre guillemets, de ceux qui ont de l'ancienneté, etc. Ou autrement, j'aurais dû demander d'abattre l'hémicycle et de le rendre accessible. Donc j'ai dû trouver un accommodement raisonnable. Et cette notion d'accommodement raisonnable, elle a du bon, elle a du sens, mais elle ne met pas notre société full accessible. Et là, il y a un travail vraiment qui reste à faire. Un travail politique. Politique et une volonté politique. Et pourquoi ne pas imaginer, j'ai toujours dit, un grand plan quinquennal qui mettrait tout en route pour que nos infrastructures soient à l'ordre du jour.
Je suis allé en Suède, les métros sont accessibles. Vous allez en Espagne, c'est accessible. J'étais en Italie, quand j'arrive en avion, on vient me chercher, escalator, etc. Donc il y a des choses qui sont plus performantes. Pourquoi pas ici en Belgique? Pourquoi pas? Je crois qu'on était à la pointe, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on stagne. Il y a une stagnation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a peut-être pas une volonté vraiment politique de le faire. Qu'est-ce qu'il faudra faire en tant que Pourtant, politicien? j'ai espéré beaucoup, parce que vous me dites que je suis politicien, mais je venais de la société civile. Au travers de plusieurs actions, j'ai toujours essayé de sensibiliser l'opinion publique à la situation du monde des personnes handicapées. C'est comme ça que j'ai chanté Vivre comme toi, avec un valide, moins valide, toujours avec valide et moins valide. Ça, je trouve ça fondamental. On ne peut pas tout seul en tant que moins valide, voilà. En considérant l'ensemble des handicaps, parce qu'un César, c'est pas un malvoyant. Un malvoyant, c'est pas un sourd et malentendant. Et donc, les différents types de handicaps posent problème de mobilisation et de se fédérer. Ça, c'est mon sentiment, et qui fait une faiblesse. Parce que pour faire face à des revendications sociétales, il faut être fort, il faut être quand même un nombre. Malheureusement, il faut un nombre, il faut une force. On a une force, mais on a une force qui, par la situation de la maladie, nous empêche d'être vus, d'être reconnus quelque part. Oui, vous autant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes en Belgique plus de 10% de la population, donc c'est des millions, mais où sont-ils, que voulez-vous, quand une personne n'est pas bien? Et demain, on dit, bon, on va se mobiliser. Mais chaque jour est un jour pour nous. Je parle de votre famille politique, je parle du PS. Je parle du PS. Est-ce que toi, quand tu étais, donc tu es toujours conseiller communal actuellement et très actif, est-ce que tu as trouvé difficulté? Pas toujours. Difficulté par exemple à passer des bons messages, bien sûr, et à motiver le parti justement à faire des choses. Qu'est-ce que le parti a fait? Celui qui a eu la plus grande capacité d'ouverture, et c'est pas que je ne suis pas en train de lui faire la brosse à reluire, ça a été quand même mon président de parti, Elio Di Rupo, qui est venu me chercher dans la société civile. C'est un geste fort de dire je prends une personne qui a une histoire personnelle, collective, sur le plan social, sur son engagement pour les personnes en situation de handicap, parce que j'étais aussi ambassadeur de handicap international en Belgique entre-temps, donc je n'étais pas fait pour la politique, je suis un candidat d'ouverture en 2003, il donne quand même une impulsion. Elio Di Rupo t'a soutenu, t'a ouvert les portes, mais par après... Il n'a pas ouvert à Franco, oui, à moi, à Franco, mais il l'a ouvert à ce que je représentais. Par rapport à la problématique de oui, parce que j'avais fait des chansons contre la différence pour les personnes handicapées, j'avais fait un festival concernant les personnes handicapées, j'avais rendu, des lieux accessibles, j'avais été ambassadeur de handicap international, je l'ai déjà dit, et à partir de là, il m'a dit, voilà, fort de cette expérience, on a envie de montrer dans notre formation politique qu'on ouvre une présence à un homme pour apporter cette problématique du handicap au cœur du parti en tant que candidat. Voilà. Toi, Franco, on voit que tu as une personnalité mais vraiment très forte, et peut-être que tu as aussi un esprit de création et de créativité. C'est ça qui a fait que tu as été un acteur de changement, un acteur de terrain, donc tu as choisi en tout cas ta manière de faire les choses pour justement lutter contre toutes ces injustices peut-être sociales. Mais d'autres qui n'ont pas la force de Franco, qui n'ont pas la même vision des choses et qui demandent parfois une petite reconnaissance et qui se retrouvent devant des difficultés énormes à être reconnus en tant que personne à mobilité réduite de notre société. Qu'est-ce que tu pourras dire à ces gens? Moi déjà, tu as rencontré d'autres personnes avant moi, et donc tu vois, je ne suis pas tout seul, et heureusement, et je n'ai aucune prétention à ce niveau-là. Je pense que seul, de toute façon, on n'arrive à rien. Seul, nous ne sommes rien, ensemble, soyons tout. Je pense que ça, c'est déjà une chose. Mais enrichissons-nous et additionnons nos expériences. C'est ça la force de l'humanité, c'est ça la force de la personne. C'est prendre nos expériences et les additionner tous ensemble. Tous ensemble. Ouais, c'est son slogan. Donc, je veux dire que
il y a des personnes partout, le monde associatif, tantôt il y a SPH, tantôt il y a Théo, ce sont les deux gros piliers qui sont nés de toute l'histoire des mutuelles et qui ont, au travers de leur association interne des mutuelles, le monde associatif de la personne handicapée, elle est là. Mais je veux dire par là que j'ai envie de dire à toutes ces personnes que tu as rencontrées, etc., que la force, ça sera toujours d'être fédéré. Et je trouve qu'il a manqué, qu'il manque, et j'espère que tous ces jeunes que tu as interviewés, qui vont prendre le bâton de pèlerin et qui vont parce que à un moment donné, il faudra quelqu'un qui porte, tu vois, qui porte le message du collectif, tu vois. J'espère à un moment donné, malheureusement. On va écouter ensemble ici maintenant quelques témoignages, en tout cas de quelques personnes. La sexualité des personnes handicapées, c'est un vrai problème pour le grand public. En effet, les personnes handicapées physiques, mentales ou sensorielles sont souvent considérées comme asexuées comme des anges, comme on dit. Maintenant, la sexualité, ça fait partie en réalité de la communication interindividuelle. Ça fait partie des besoins fondamentaux. Comment peut-on accepter ici au XXIe siècle qu'une personne ne puisse avoir de rencontres affectives et sexuelles, ne puisse être touchée par un corps différent, ne puisse pas rencontrer celle ou celui qu'il aime ou qu'elle aime. En réalité, la sexualité est un droit fondamental, une liberté fondamentale que je pourrais dire aussi. Les personnes handicapées, elles ont évidemment des difficultés pour pouvoir rencontrer la personne qu'elles ont envie. Ces difficultés sont bien sûr dues à des problèmes peut-être de timidité, des problèmes de rencontre, des problèmes aussi parfois tout simplement de déplacement. Comment peut-on aller rencontrer la personne de son choix, la personne que l'on aime, que l'on soit un garçon ou une fille d'ailleurs, car on oublie parfois, souvent, que la sexualité, on parle souvent pour les hommes, mais il ne faut pas aussi oublier la problématique de la sexualité pour les femmes handicapées, qui entraîne aussi évidemment la prise en charge d'un certain nombre de problématiques dues au sexe féminin. Mais ça ne doit pas être un problème pour la rencontre. En effet, le plus important, c'est de rencontrer l'autre et construire avec lui ou avec elle ce qu'on a envie, car c'est en étant créatif que l'on peut en réalité trouver son bonheur. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, dans notre société, on considère la sexualité des personnes handicapées comme un problème, comme une difficulté, alors que finalement, quand on y pense, on est tous issus, et je m'excuse du terme, on est tous issus d'une histoire de sexe, d'une histoire de cul. Mais donc voilà, les personnes handicapées ont certaines possibilités de rencontre. Elles ont parfois des problèmes de conscience en elles. Cette conscience, on peut les aider à l'augmenter. Et notamment, on peut l'augmenter par le recours, mais ce n'est pas une obligation, par le recours de l'aide ce qu'on appelle les accompagnants sexuels et érotiques. Ces personnes sont des personnes formées, donc il n'y a aucun danger. Des personnes formées au handicap,
des personnes formées à la rencontre, formées aux problématiques juridiques. Ainsi, avec l'aide d'un accompagnement sexuel qui est une possibilité parmi d'autres de se faire aider, qui est une solution parmi d'autres, et c'est important de le dire, les accompagnants sexuels peuvent aider la personne à se réincarner, à prendre confiance en son corps et en ses possibilités physiques, mentales, sensorielles et émotionnelles. Alors on pourra, je pense, faire un grand pas vers l'insertion au niveau de la vie affective et sexuelle. Mais je pense que pour ça, il faut oser en parler en société, que ça ne soit plus un tabou, que les médias, TV, radio, cinéma, etc., puissent en parler, parce qu'en réalité, le plus important, c'est de savoir se rencontrer, d'être ensemble et d'aller au-delà du handicap et de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas simplement l'écorce extérieure, simplement parce que c'est bon, c'est gai d'être ensemble et de se retrouver ensemble avec la personne que l'on aime. Moi, personnellement, vu que je suis un petit peu handicapée aussi, je vais dire, ça va, je vais dire, ça gêne à certains niveaux, c'est vrai, mais bon, j'ai toujours une vie affective très, très bien, mon couple va très bien, j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui comprend mon handicap, que d'extérieur ça ne se voit pas, et que voilà, comme moi j'ai la fibromyalgie, et en plus j'ai les cervicales qui sont coincées, donc je suis reconnue handicapée et tout, donc je sais ce que ça peut être, mais à mon niveau, je vais dire, je n'ai aucun problème. Ma vie affective et sexuelle, je ne vais pas dire que c'est comme avant, parce que c'est impossible, mais ça va bien, quoi. Je suis ici pour vous parler du handisport. Tout simplement, le handisport, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un sport où on voit des animaux sauvages. Tout simplement, ce sont des sports adaptés aux gens qui ont des problèmes, soit qui ont eu des problèmes médicaux, soit des problèmes d'accident de la vie, et qui ont perdu une partie d'eux. Et ça leur permet de se retrouver dans quelque chose de plus social, surtout. Surtout que bon, maintenant, que les fédérations d'handisport font énormément de choses pour les gens. Ce sont aussi des sports qui ne sont pas toujours connus par les gens. Il y a des sports qui n'existent même pas chez les valides. Moi, j'ai eu de la chance maintenant de faire du sport à plus haut niveau. C'est du tir à l'arc. Le tir à l'arc, moi, j'ai un club génial pour ça. Tout simplement, ce club me permet de m'entraîner avec des valides. Et il n'y a pas de, on va dire, de barrière entre les deux. Au contraire, j'ai deux mentors, André et Pierre, qui m'ont aidé à avancer de plus en plus. Et en même temps, je voudrais avoir une pensée émue pour une personne que j'aime beaucoup, qui est Magali Larsin, une des meilleures tireuses en handisport et qui vient de se faire opérer même de nouveau maintenant. La seule chose que là, je lui dis, c'est on continue, on se bat, on lâche rien. Et bon, c'est vrai que c'est très émouvant de parler de l'handisport parce que j'ai vu et je ressens des choses que personne ne ressentira jamais. Donc à l'heure actuelle, on a aussi perdu une autre personne qui est Alain Vleugen. Et lui, il est parti beaucoup trop tôt. C'est un sportif de très 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 haut niveau. Et j'aimerais bien l'imiter. C'est vrai que maintenant, ce que moi je demande aussi aux gens, c'est d'essayer de comprendre, surtout à nos chers ministres, de se mettre plus dans le sport et de le sortir de leur bureau et de dire maintenant, je vais aller en handisport. Je vais essayer de faire ce qu'ils font. Je vous promets, ils n'y arriveront peut-être pas. Mais ça leur permettra de comprendre, surtout qu'il serait temps de financer ces choses-là.
Parce que le financement, oui c'est vrai, le sport coûte cher. Maintenant qu'on nous retire beaucoup de choses, qu'on nous laisse au moins la possibilité de pouvoir s'exprimer sur des terrains de sport. Parce que là, il n'y a pas de politique qui compte. Tout le monde, toutes les nations sont unies. Si vous voyez maintenant aux Jeux Olympiques, c'est super beau de voir que ce soit un musulman, que ce soit un chiite, n'importe, ils sont là, ils s'entraident, ils seront toujours près l'un de l'autre. Et c'est ça pour moi qui est très important dans le handisport. Ma question a deux sens. Le premier, est-ce que vous savez ce que c'est le handisport ? Et la deuxième, est-ce que vous trouvez ça normal que tout ce qui est handisport n'est pas retransmis ou très peu à la télévision ? Donc la première question, est-ce que tu sais c'est quoi l'handisport ? Donc, Non, je sais pas. Ah, non, je te connaissais pas avant ça. Non, j'étais pas au courant. Moi, je connaissais un petit peu pour les aveugles. Il y avait un sport, ouais, c'était le handball, c'était. Je dois expliquer... Oh, je bégaye, معلش. C'est des personnes qui étaient aveugles, ils n'avaient plus de job, ils jouaient sur des chaises roulantes, et voilà, dans une petite salle. Voilà, c'est bon. Quand vous répondez comme ça, les jeunes. Maintenant, ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est de sortir un peu plus et essayer de savoir que dans le handisport, c'est du sport de très haut niveau qui se fait. Et souvent, ces athlètes-là sont plus puissants que les valides. Et d'ailleurs, moi je vous conseille d'aller une fois voir, que ce soit un match de basket, ou de mini-foot, de tir à l'arc ou quoi que ce soit, mais au moins d'aller une fois voir et essayer de vous mettre à leur place. Vous allez une fois voir Ouais, l'handisport. j'irai te voir. Moi, j'ai déjà vu un coureur qui avait pas de jambes. Ça compte aussi, ça. Ah, j'ai vu et j'étais impressionné, voilà. Rajoutez Sam Fessiou sur Snap. Vas-y, à toi. Moi, j'ai déjà été à dimanche, mais je retournerai aussi FB, pour ceux qui veulent, c'est incognito, sans pression. Voilà. Et je dis bonne chance aux personnes comme ça. Il faut accepter comment Dieu nous a créés. On est tous différents, mais on a tous des qualités. Romaine Fabienne. La mobilité des personnes handicapées est un vrai problème, un vrai fléau, qui ne trouve pas vraiment d'amélioration à Bruxelles. Je souffre d'une maladie qui s'appelle le lupus, qui handicape énormément les gens avec une pluripathologie, un handicap invisible. Malgré les apparences trompeuses, je possède une prothèse à la main droite. Je possède une prothèse au pied et je voyage en fauteuil manuel. Donc étant donné que je suis une PMR, un fauteuil manuel, c'est qu'il faut prendre beaucoup de choses dans les bras. Et quand on a une maladie chronique, c'est très difficile de pouvoir pousser le fauteuil manuel. Et voilà, simplement, c'est ça qui permet aux patients lupiques de ne pas savoir se déplacer toute seule. Nous avons besoin toujours d'un accompagnateur, et même avec un accompagnateur, par exemple dans les transports en commun, c'est un combat, parce que nous ne savons pas rentrer dans le métro, parce que les ascenseurs ne fonctionnent pas dans les métros, parce qu'il n'y en a pas du tout. Et surtout dans les trams, nous sommes inaccessibles avec le tram et le fauteuil manuel. Pardon. Et pour arriver à un rendez-vous, il faut partir parfois des heures à l'avance pour trouver quelqu'un qui peut nous aider ou pas nous aider. Voilà, la mobilité à Bruxelles est malheureusement zéro, parce que c'est toujours le combat, le chemin de croix. Et alors, nous avons bien eu les politiques qui nous ont montré un chemin de parcours, mais pour nous, c'est tous les jours que c'est un chemin de croix. C'est la difficulté de montrer aux gens que voilà, nous sommes en PMR, mais je pense aussi à certaines personnes comme les femmes enceintes, les personnes âgées, elles ont aussi des difficultés. Donc il n'y a pas que nous battons nous pour les autres aussi. Les difficultés aussi, et la difficulté la plus difficile pour moi, c'est d'accepter déjà l'handicap, notamment le fait de l'isolement qui impose cette société qui est inaccessible. Et ce que je rêve de voir quand même, c'est que le parti politique innovant se rende compte de la pluri-accessibilité pour tous. Donc je demande aux politiques de bien nous comprendre aussi et de bien faire tout ce qu'il faut pour nous aider. Merci.
Selon vous, la Belgique fait-elle assez pour permettre l'accessibilité aux personnes handicapées? Je pense que la Belgique a fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là depuis déjà quelques années, mais je pense que ce n'est peut-être pas encore suffisant, pour moi. Parce qu'il y a encore des trottoirs où on a difficile d'accéder, mais je veux dire, moi je n'ai personne dans mon entourage qui est à mobilité réduite, donc j'ai un peu difficile de porter un jugement. Je ne vais pas porter un jugement, mais je pense qu'on peut encore faire beaucoup. Bonjour, je m'appelle Émile Michelac, j'ai 33 ans. En politique, le handicap n'est pas bien perçu parce qu'on est rejeté à tout niveau, que ce soit au niveau local, fédéral et arrondissement et provincial. Certains, ils ont un handicap physique et d'autres qui n'ont pas un handicap physique. Pour eux, être en politique, c'est apporter une voix pour représenter une minorité de personnes qui sont au niveau politique. Mais dans le cadre, certains préfèrent ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre. Et ça, je le dénonce. Ça fait déjà quelques années que je suis moi-même en politique et certains rejettent ce handicap. Beaucoup d'entre nous qui sont en politique engagés sont rejetés par ces mandataires qui ne cherchent pas à aller vers eux, mais à les rejeter. C'est pourquoi je profite de cette capsule pour lancer cet appel à ces mandataires politiques. N'est-il pas temps de changer cette donne, d'aller de l'avant? On est au XXIe siècle, plus le siècle révolu qu'on est. Un siècle d'ouverture, de ça je fais un appel à ce changement, un changement d'ouverture, un changement politique envers les personnes handicapées et surtout envers les personnes handicapées qui veulent chercher du travail. Car dans ces moments, la crise est partout, mais c'est surtout les personnes handicapées avec une capacité qui peuvent travailler, on les exclut de plus en plus. J'ai interpellé de nombreux ministres à ce sujet, mais pas eu de réponse jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et donc pour moi c'est un méfait, pas méfait, mais on va dire plutôt... pour moi c'est un rejet, qui n'ose pas se mouiller la chemise. Donc j'espère, après cette capsule, que ça va changer. Et j'espère aussi que beaucoup de choses vont changer en faveur des personnes handicapées, que la mentalité d'aujourd'hui va être changée. Car si on ne change rien, pour moi c'est un retour en arrière au temps où on n'a pas évolué, et c'est le changement d'aujourd'hui qu'il faut faire. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 27 ans, j'habite à Verviers. Donc je suis atteint d'un handicap invisible qui s'appelle une cyragomyélie, qui est une maladie de la moelle épinière qui engendre pas mal de soucis à terme. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la création d'activités par les personnes handicapées, qui est une vraie alternative pour l'emploi des personnes handicapées. Qui s'appelle l'handiprenariat. Donc l'handiprenariat désigne des personnes handicapées qui ont créé ou qui ont envie de créer une entreprise. On s'appelle une coopérative d'activité, une ASBL, une activité commerciale. Pourquoi l'handiprenariat peut être un choix de carrière. Donc c'est une porte d'entrée pour le marché du travail. Qui compte énormément de discrimination appliquée par les employeurs. Et donc les personnes handicapées ont tendance à aller plus vers l'entrepreneuriat, étant donné qu'elle offre énormément de choses positives, comme par exemple prendre en position de son handicap, d'avoir plus de diversité par rapport aux tâches, gérer son temps de travail, etc. L'handiprenariat, c'est aussi le développement d'un sentiment d'autonomie et il peut offrir à un individu la possibilité de gérer ses tâches, son temps de travail et aussi être économiquement active dans la société.
rapport à ton parcours professionnel en tant que politicien. Donc, tu as exercé en tant que député, en tant que sénateur, en tant que conseiller communal encore actuellement, et en tant que membre du Parti socialiste en Belgique. Qu'est-ce que toi, tu as fait justement pour améliorer ou permettre, par exemple, à mieux clarifier la problématique de l'handicap en Belgique? Voilà. Sur le problème de la personne en situation de handicap, oui. Quand je suis arrivé au Sénat en 2007, j'ai déposé un texte qui est le premier texte de l'histoire concernant j'ai déposé le texte sur la vie affective et sexuelle de la personne handicapée. C'est un texte tabou. Il n'y a jamais personne qui a déposé un texte comme ça au Sénat. C'est le premier texte. Impressionnant, oui. Voilà. Je suis arrivé à le présenter en commission au Sénat, parce que j'ai saisi les 5 derniers mois au Sénat. Dans cette période-là, j'ai déposé ce texte qui a fait lors d'une commission l'unanimité du Nord au Sud par toutes les formations politiques pour dire ok, on peut entamer les travaux et commencer à discuter de cette proposition de résolution. Pourquoi une proposition de résolution et pas un projet de loi? Pourquoi? Parce que ça permet le débat, parce que personne n'a une vraie réponse par rapport à ça, et je trouvais intéressant que les sensibilités de toutes les formations politiques confondues puissent trouver un champ de parole par rapport à la vie affective et sexuelle, qui est quand même un problème tabou encore, et qui l'est toujours. Ça, c'était un texte. J'ai amené également un deuxième texte, qui était la simplification administrative des documents, des papiers. Vous vous rendez compte qu'une personne est en situation de handicap, un papier, une carte de stationnement pour la voiture, des papiers pour aller dans le train, et là, vous vous rendez compte devant des hommes et des femmes qui sont des gens en situation de maladie, la complexité administrative qui se rajoute. Franchement, si vous êtes une personne handicapée seule, c'est la cata, quoi. Vous savez, quand vous êtes touché dans votre corps, et encore plus se mettre en charge, soyons. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas simplifier avec une carte unique qui sert de stationnement, qui pourrait servir quand on va dans son train, qui est une identification unique. Est-ce que ça a été fait? J'ai déposé, moi. C'est mon deuxième proposition de résolution que j'ai déposée au niveau du Sénat. Après, j'ai déposé d'autres textes qui me touchaient, qui me sensibilisaient, parce que je ne voulais pas non plus être uniquement le sénateur ou tantôt le député de la personne en situation de handicap. Mais moi, je suis un homme qui accorde beaucoup d'importance au vivre ensemble en société. Donc, tout ce qui est les matières humaines et sociales m'intéresse. Donc, j'ai déposé après un ensemble d'autres propositions. Et croyez-moi que ce ne sont pas des questions par rapport à la santé, par rapport à la situation humaine et sociale. Franchement, je ne veux pas faire l'énumération, ça ne sert à rien. Je pense avoir travaillé énormément. Je ne vous dis pas le nombre de questions que j'ai posées, où je me suis retrouvé à un moment donné, on avait l'impression de me dire bah, c'est pas compliqué, faire des questions. Mais moi, les questions, je ne les faisais pas en disant je vais écrire mes questions pour avoir du chiffre. Mes questions, elles venaient de l'humain, elles venaient du citoyen qui venait me voir, qui me disait voilà, il y a telle et telle chose. Donc, mes questions, elles ont toujours été honnêtes, sincères et authentiques par rapport à la parole et à la préoccupation des hommes et des femmes qui sont venus me voir. Et je me suis fait uniquement le porte-parole, l'écho. Ça, c'est important. Parce que je pense que c'est la mission première d'un parlementaire. Franco, peut-être une dernière question. Ton évaluation par rapport au gouvernement actuel et quel est son degré d'implication dans cette problématique de handicap en Belgique? Moi, je vais être constructif. Tout à fait. Le monde change. Il a changé. Je mettrai changer avec le Z pour nous tous. C'est un slogan. C'était mon modeste slogan de campagne en 2003. Mon premier slogan de campagne, c'était « Le monde change, il a changé, changé ». En 2007, j'ai fait « Vouloir, pouvoir, savoir, vivre ». Et après, j'ai dit « On y va franco, j'y vais franco ». Ça veut dire j'y vais franchement. Et par rapport au gouvernement,
pour un garçon comme moi qui suis un progressiste, qui aujourd'hui est militant, membre du Parti socialiste, la solidarité, les grandes conquêtes du parti ont été, l'accès à l'école pour tous, parce qu'on oublie que ça n'a pas toujours été. Évidemment, les gens qui avaient des sous, des moyens allaient à l'école. Donc c'était un des grands combats et une valeur fondamentale que le Parti socialiste a portée. La sécurité sociale aussi, elle est l'émanation du monde ouvrier et dont la gauche, le Parti socialiste ont porté ces valeurs. Et elles sont notre ADN. Aujourd'hui, quand je parle avec des citoyens, ils me disent qu'ils sont inquiets. Moi-même, je le constate, au travers d'actes médicaux qui me sont propres, il faut beaucoup d'argent quand on est atteint par la situation de maladie. Le monde est en train de bouger, de muter. Ce sont des cycles. C'est une mutation qui aujourd'hui nous demande réflexion, parce qu'elle touche le sens premier de l'être humain. Donc, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci à Franco Seminara, donc ancien député et ancien sénateur et actuellement encore toujours conseiller communal PS. Merci de nous avoir reçus chez toi, merci à Carnian. Merci à vous d'avoir pris en considération pour votre télévision qui je vois, est de plus en plus suivie sur les réseaux. Et je vous félicite. Merci. Parce que chaque entreprise, chaque projet citoyen, c'est pas chose facile. Il faut de l'amour, il faut beaucoup de temps pour donner vie à un tel outil et une chance extraordinaire de permettre aux gens de vous interviewer, de vous inviter et de s'exprimer. La parole, pour moi, c'est fondamental. Est-ce qu'on n'est pas en crise de donner la parole aux gens? Tout à fait. Et quand j'ai été modestement sénateur, député, je me suis dit, vous m'avez élu. Si je suis dans l'hémicycle, je le dois aux gens. Je profite de mon passage pour encore une fois dire merci à tous ces milliers d'inconnus que je souhaiterais serrer et les embrasser. Et qui m'ont donné du bonheur et de la joie de vivre ces mandats qui sont des mandats honorables. Et dans une période où on décrit tellement, croyez-moi que c'est un très grand honneur d'avoir été sénateur et député.